Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, on l'a oublié, le Paris de Napoléon était enfermé par une muraille, la fameuse enceinte des fermiers généraux, le mur murant Paris, rend Paris murmurant, c'est-à-dire l'octroi. On entrait donc dans Paris par des portes dites barrières que contrôlait la police. En entrant ou en sortant, il fallait montrer un passeport ou une carte de sûreté. Enfermé dans cette enceinte, ne pouvant progresser en étendue, la ville s'accroît pourtant sous Napoléon de 160 000 habitants. Comment expliquer cet accroissement et donc cet entassement de nouveaux Parisiens? Alors pour cela, prenons les entrées et les sorties dans Paris. Elles sont recensées aux barrières par la police. Celle-ci constate que les entrées dépassent constamment les sorties. Les entrées, ce sont les étrangers, les nouveaux fonctionnaires, les aventuriers, ceux qui viennent chercher refuge ou fortune dans cette ville qui offre toutes les possibilités de s'enrichir et de s'appauvrir. Ce sont surtout, ce grand mouvement, c'est celui des ouvriers saisonniers, les ramoneurs au portefaix savoyard, les maçons du Cantal, les tailleurs de pierre du Calvados. On compte environ 30 000 entrées de ce type de migrants saisonniers, mais seulement 20% de sorties. Ainsi, une partie de ces ouvriers saisonniers ne part pas. On ne pourrait l'expliquer par 36 façons. Le fait que la perspective à la morte saison de retourner au village ou à la petite ville dont on est originaire pour retrouver l'épouse, les enfants et une vie étriquée. Quand on a connu Paris, ses plaisirs, ses théâtres, ses tapis francs où l'on se saoule et ces pierreuses, ces prostituées, souvent plus aguichantes que l'épouse restée au village. Alors, effectivement, on ne rentre pas. Et on prend, pendant la morte saison, des habitudes d'oisiveté. Et puis, bon, quand le travail recommence, eh bien, mon Dieu, on a commencé à prendre ces habitudes d'oisiveté et on ne reprend pas le travail. Pourtant, ce n'est pas le travail qui manque. La conscription raréfie les bras et les salaires montent en raison de la raréfaction de la main-d'œuvre. Mais l'oisiveté est la plus forte. La ville, mesdames, messieurs, corrompt, et c'est Rétif de la Bretonne, qui vit à cette époque et qui va être employé par la police pour les lettres interceptées, c'est Rétif de la Bretonne qui peint le paysan perverti, la paysanne pervertie, et qui dit aux paysans, surtout n'allez pas à la ville, c'est un lieu de perdition. Et ce glissement progressif de classes laborieuses en classes qui vont devenir dangereuses, le premier à le noter de façon sûre et certaine à travers des statistiques, c'est Henri Frégier, un chef de bureau de la préfecture de police, qui va écrire en 1840 un essai sur classes laborieuses, classes dangereuses, que reprendra ensuite Louis Chevalier dans un livre devenu classique. Frégier explique que ces ouvriers, ces gens qui sont venus s'égarer dans Paris et qui ne font rien, inévitablement glissent de la classe laborieuse à la classe dangereuse. Alors, en effet, que deviennent ces ouvriers oisifs? Ils n'ont plus de travail, ils ne font rien. Alors, première étape, ils grossissent le nombre des mendiants. Celui-ci passe à Paris en 8 ans de 86 936 mendiants à 102 806 selon des statistiques que l'on a retrouvées. Et les quelques bureaux de bienfaisance qui existent, les institutions charitables, sont très vite débordés. Et Napoléon s'en inquiète. Le décret du 22 décembre 1808 crée le dépôt de Villers-Cotterêts pour accueillir 1000 mendiants, mais ce n'est une goutte d'eau dans la mer.
Deuxième étape, on passe de la mendicité, de ces cours des miracles qui se constituent dans le centre et aux barrières, on passe de la mendicité au vol. Vol à la tire, 50% des affaires de vol selon la police. Vol domestique, 20%. Vol par effraction, c'est plus difficile, 7%. Et tout un monde de receleurs, de revendeurs, de fripiers se crée en parallèle avec ces mendiants devenus voleurs. Et des bandes se créent. Il y a la bande de l'écrevisse. L'écrevisse, pourquoi? Parce que c'est un cambrioleur qui s'est monté sur la façade des murs, qui s'est enjambé des balcons pour pénétrer dans les maisons et dérober les objets précieux. Il y a aussi Fossard. Fossard, c'est le méchant, c'est la brute, c'est celui qui n'hésite pas éventuellement à tuer. Le vol s'accompagne de la violence, des coups et blessures, des rixes, sans parler des attaques à main armée. Et puis enfin, il y a l'essor de la prostitution. 8000 prostituées à Paris sous Napoléon, ce n'est pas mal. Alors il y a bien entendu la prostitution en maison, celle du Palais Royal. C'est là que Bonaparte se fera déniaiser sous l'Ancien Régime. Et puis il y a, à côté de cette prostitution du Palais Royal, chic, élégante, il y a les intermittentes, les pierreuses, qui sont au nombre de 7000. Ainsi, vous le voyez, dans cette ville enfermée par l'enceinte des fermiers généraux, cette ville voit naître une classe dangereuse, devient elle-même une ville dangereuse. C'est un monde qui ne cesse de grossir et qui va devenir, vers 1840, celui des mystères de Paris, des misérables, des mohicans de Paris. C'est le Chourineur, c'est la chouette. Voilà donc commence à se créer, sous Napoléon, la classe laborieuse devenue classe dangereuse dans ce Paris enfermé dans l'enceinte des fermiers généraux. Alors, face à cette classe dangereuse en train de se former, il y a la police qui va avoir à lutter contre elle. La police, eh bien, c'est d'abord le ministère de la police. Un ministère de la police qui a été créé le 2 janvier 1796 par les Thermidoriens. Ces Thermidoriens qui ont créé beaucoup de choses qu'ensuite on attribuera à Napoléon, mais ce n'est pas Napoléon qui a créé le ministère de la police, ce sont eux. Mais il faut bien dire que ce ministère de la police, il ne pèse pas lourd. En effet, les titulaires n'ont cessé de changer au gré des coups d'État. Je les énumère et nous commençons le 2 janvier 1796. Et nous allons nous arrêter en 1799. Se succèdent donc dans ce ministère Camus, un bon juriste, Merlin de Douai, qui sera directeur et qui siégera au Conseil d'État de Napoléon, Cochon, dit de Lapparent, Lenoir-Laroche, Sautin, Dondeau, Le Carlier, Duval-Bourguignon, Dumollard, bref, une succession de noms. En 3 ans, on arrive au ministère, on a à peine le temps de prendre place, que l'on est renversé par un coup d'État, ou que l'on est disgracié par les directeurs, ou que l'on comprend qu'on ne sert à rien. Bref, ce ministère de la police, une contre-guerre, lorsque, le 20 juillet 1799, Barras fait nommer un certain Joseph Fouché. Joseph Fouché, c'est un ancien oratorien, mais ne parlez pas de prêtre défroqué, il n'a jamais reçu les ordres. C'est une bonne famille de Nantes, enrichi par la traite, et lui-même a été professeur à Juilly, puis ensuite, la Révolution créant les désordres et les situations les plus invraisemblables, il est élu, lui, l'oratorien, par Nantes à la Convention. C'est un modéré. C'est un modéré. Nantes n'est pas encore la ville qu'elle est peut-être aujourd'hui. En tout cas, il est élu par un électorat modéré, mais voilà que, alors qu'il retrouve un certain nombre d'autres oratoriens comme Donoux, Billaud-Varenne, bien voilà que lorsque se déroule le procès du roi, à la stupéfaction générale et à la stupéfaction de son ami Donoux, il vote la mort du roi.
Et de là, il devient proche des hébertistes. Il est envoyé par la Convention représentant en mission. Représentant en mission, il va d'abord à Nevers. C'est à Nevers qu'il mène une politique anti-religieuse, lui, l'ancien oratorien, une politique anti-religieuse très violente. Notamment, c'est lui qui fait inscrire dans les cimetières « La mort est un sommeil éternel ». Et à Lyon, la ville s'était insurgée, on la reprend, il est avec Collot d'Herbois, et c'est là qu'il fait fusiller au canon. On aligne les royalistes qui ont été pris sur une colonne, et donc, parce qu'il faut économiser la poudre, nous sommes en même temps en guerre. Donc on met les condamnés sur une colonne, devant le canon, et le boulet de canon fauche la colonne. Ce qui fait qu'on tue ainsi 10 personnes avec un seul boulet. C'est une économie. Mais il se trouve que ceux de la fin de la file sont relativement épargnés. Alors, Fouché leur dit, ceux que ce boulet a épargnés sont pardonnés par la Révolution, donc ils se redressent et ils sont achevés à l'arme blanche. Donc, on ne peut pas dire que Fouché manipule beaucoup ses victimes, et il fait tellement d'excès qu'il est rappelé par Robespierre. Il est rappelé par Robespierre et à qui on a dénoncé les abus, les excès des représentants en mission. Il est menacé d'être arrêté, mais c'est lui qui, vous le savez, est l'un des agents du 9 Thermidor. Robespierre est renversé, Fouché sauve sa tête, mais il est quand même à l'écart, et c'est finalement Barras qui le sauve, lui confie certaines missions diplomatiques, puis en fait un ministre de la police. Et là, c'est un autre Fouché que nous allons découvrir. Il est installé, ce ministère de la police, à l'hôtel de Juigné, entre le 11 et le 13 quai Voltaire à Paris, vous voyez, sur les bords de la Seine. Ce ministère, Fouché va en faire un ministère de la haute police, c'est-à-dire de la police politique. Et il y a une division de la Sûreté générale qui est confiée à un certain Desmarets, policier très en vue, ancien clerc, mais non tonsuré. Vous voyez, beaucoup de prêtres, beaucoup de religieux dans les rangs de cette nouvelle police. Et donc, Desmarets laissera des souvenirs des 15 ans de haute police qui sont extrêmement intéressants, où il nous éclaire sur le fonctionnement du ministère de Fouché. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Paris. C'est Paris, vous l'avez vu, eh bien, progressivement, le nombre des mendiants, le nombre des voleurs, le nombre des receleurs est en train de croître. C'est ce glissement de la classe, d'une classe laborieuse, d'ouvriers saisonniers qui ne reprennent plus le travail et donc qui deviennent la classe dangereuse. Pour la combattre, il y a une autre institution pour Paris, qui est la préfecture de police, créée le 28 pluvieux an 8, soit 17 février 1800. La préfecture de police remplace le bureau central qui, sous les thermidoriens, était un organisme collectif de police avec 3 chefs qui se neutralisaient. Il faut dire que le bureau central était tout aussi inefficace que le ministère de la police avant Fouché. La préfecture de police est installée rue de Jérusalem, à l'ombre du palais de justice, et ses bureaux, quelques jardins, descendent jusque sur la Seine, jusqu'au quai des Orfèvres. Ah, mesdames, messieurs, le quai des Orfèvres, pensez immédiatement à Maigret, vous pensez au fameux film de Clouzot, avec Louis Jouvet. Ah, le quai des Orfèvres, vous voyez déjà, il est là, et cette préfecture de police est rue de Jérusalem, et donc au cœur de Paris, précisément pour pouvoir combattre les contrevenants. Ces attributions, eh bien d'abord, c'est la sécurité de la capitale, c'est elle qui délivre les passeports, qui délivre les cartes de sûreté, qui s'occupe de la censure et qui s'occupe des prisons. Autre attribution, l'approvisionnement de Paris. L'approvisionnement de Paris est lié avec la sécurité, est lié avec la politique. Une ville affamée est une ville qui, inévitablement, devient une ville insurrectionnelle. Et puis, troisième grande attribution, la salubrité. À la tête de la préfecture de police est un préfet, rival de l'autre préfet, préfet de la Seine, préfet du département de la Seine.
Ce préfet, qui a été choisi par Fouché, s'appelle Louis-Nicolas Dubois. C'est un ancien procureur au Châtelet, passé par le bureau central. C'est un homme qui ne s'embarrasse pas de scrupules. C'est un homme qui est prêt à tout pour améliorer encore cette situation de préfet. Il va d'ailleurs devenir conseiller d'État tout en restant préfet. Il sera plus tard député. Sous le préfet, un secrétaire général qui chapeaute tous les services. Ce secrétaire général de la police est un personnage très curieux. C'est le chevalier, car il est noble, Auguste de Pise. P-I-I-S. Cet Auguste de Pise est un poète. Et oui, à la police, il peut y avoir un poète. Et c'est un poète qui rime assez facilement. Et les policiers ont, non pas une carte barrée tricolore comme aujourd'hui, mais une carte avec un œil au milieu de la carte. Donc, quand il présente, vous voyez un œil, vous comprenez que c'est l'œil de la police qui vous regarde, et donc, immédiatement, vous comprenez le sort qui vous attend. Donc, Pise est amoureux, en même temps qu'il est secrétaire général de la préfecture de police, d'une dame qui est réfractaire à ses vœux. Et donc, voilà ce qu'il rime à propos de l'œil de la préfecture de police, de la carte de police. Ah, sans compter cet œil austère, dont le méchant craint le pouvoir, j'en ai deux qui ne peuvent taire le plaisir qu'ils ont à vous voir. Ah oui, quand même, bon, pour un secrétaire général de la police, c'est pas mal, c'est pas mal. Et d'ailleurs, il publie énormément, et notamment, sous l'Empire, il publie ses œuvres complètes en 4 volumes. Il n'y a pas un public immense pour acheter les œuvres d'Auguste de Pise, même s'il est secrétaire général de la préfecture de police. Alors donc il va utiliser cette fonction de policier pour mieux vendre ses livres. Nous sommes un soir à Paris, dans une famille de bons bourgeois qui sont là, tranquilles. On tape à la porte. On tape à la porte. Et le père va ouvrir, et il voit en face de lui 2 hommes vêtus de sombre qui lui montrent la carte avec l'œil. Alors, immédiatement, le type se décompose et il n'a qu'un réflexe. Je suis innocent. Il pense qu'on vient l'arrêter. Alors l'épouse apparaît. Oui, oui, il est innocent. Les enfants apparaissent. Oui, oui, il est innocent. Et toute la famille se décompose, tandis que les policiers restent impassibles. Puis, l'un des 2 policiers dit, voilà, le citoyen Pise vient de publier ses œuvres poétiques complètes en 4 volumes. Accepteriez-vous d'y souscrire? Évidemment, oui, oui, dit, ravi de se tirer d'affaire. Oui, oui, dit l'épouse, achète les œuvres du chevalier de Pise. Oui, oui, disent les enfants, on veut les poésies de Pise. Et donc, voilà, les œuvres complètes casées ainsi. Vous voyez donc ce secrétaire général qui chapeaute les différents services, il est quand même, bon, assez décontracté. Bon. Il y a, à la préfecture de police, 3 grandes divisions. La première division, c'est la division politique. C'est la division qui s'occupe des complots, c'est ce qu'on appelle la haute police, et qui va combattre les Chouans, les Jacobins, etc. À sa tête, Bertrand. Bertrand, là, est un ancien imprimeur de Compiègne. Vous voyez, un ancien imprimeur. Donc, ce ne sont pas n'importe qui, ces gens, ces policiers de la préfecture de police. Et donc, Bertrand, c'est un personnage énorme. 1,90 m, borgne et boiteux. On l'appelle le cyclope, tellement il est terrifiant. Et donc, quand il va procéder à des interrogatoires, eh bien, sa seule vue terrifie les gens qu'il va interroger. Nous en avons un témoignage, c'est Charles Naudier. Charles Naudier, que vous connaissez bien, qui a laissé des souvenirs et qui raconte qu'il s'est fait arrêter par la police pour avoir composé un petit poème satirique, la Napoléone. Et donc, il est amené chez Bertrand, à peine il voit Bertrand qu'il est déjà terrorisé, et il explique que la seule apparition de Bertrand suffisait à faire parler. Mais, si ça ne suffit pas, car il y a quand même des âmes fortes, à ce moment-là, Bertrand a des procédés très faciles pour faire parler les gens. On leur écrase les doigts entre 2 planchettes.
où on les bloque dans un chien de fusil. Il paraît que la douleur est telle que, évidemment, n'importe quel prévenu avoue. Je vous rappelle que la torture est abolie. Elle a été abolie par Louis XVI. Et que même sous la Révolution, les condamnés qui paraissent devant le tribunal révolutionnaire ne sont jamais soumis à la torture. Jamais. Avec la police de Fouché et de Dubois, on ne peut pas s'embarrasser de ces idées absurdes. Et donc, Bertrand écrase les doigts des gens pour les faire parler. Lors du procès Cadoudal, l'un des prévenus, l'un des complices de Cadoudal, voudra se rétracter. Et le président du tribunal lui dira « Mais vous avez pourtant avoué ». « Oui », dira-t-il devant le public et devant les juges. « Oui », dira-t-il, et voici pourquoi. Il montrera sa main qui n'a plus de doigt, qui a été complètement écrasée par les planchettes du citoyen Bertrand. Bertrand est assisté de Bouche Sèche. Nom merveilleux, vous le voyez, cette police est très pittoresque. Bouche Sèche, qui lui est un géographe, qui a publié notamment une étude des départements de la France, et département par département, il en a fait des monographies. Il a même fait un livre sur les sources de l'Indus en s'inspirant de l'anglais Runel. Et lui, Bouche Sèche, il s'intéresse surtout à la censure. Et c'est lui qui va expédier le marquis de Sade à Charenton. C'est lui. Charenton, Sade espérait vivoter tranquillement. Non, hop, on le happe. Mais à Charenton, il a une chambre, il a une liberté, il peut écrire ce qu'il veut. Il peut écrire. Et bien entendu, son imagination, vous l'imaginez, est délirante. Bouche Sèche ramasse les papiers, et ensuite, dans les dîners choisis du préfet de police, lorsqu'on déplie sa serviette, on trouve des écrits assez du marquis de Sade. Et donc les dîners du préfet de police sont très recherchés. Deuxième section, deuxième division plus exactement, c'est la division criminelle. La division criminelle, c'est celle qui va nous retenir essentiellement. La division criminelle est confiée à un certain Henri. Henri qui a fait ses débuts sous la lieutenant générale, qui a une mémoire prodigieuse et qui connaît tout le monde du vol, du crime. Les bandits, les malfaiteurs l'appellent l'ange malin, car il est très malin pour démasquer les criminels. Il est entré donc dans la police en 1784 et il a réuni toute une documentation qu'il a près de lui, qui fait que c'est un homme qui connaît très bien le monde du crime, mais il est à moitié paralysé, il se déplace très difficilement et donc il est enfermé dans son bureau. Enfin, troisième division, celle de l'approvisionnement, qui est confiée à Parisot, qui est un peu moins pittoresque que Bertrand, Bouche Sèche et Henri. Voilà la préfecture de police, près du quai des Orfèvres, la préfecture de police, rue de Jérusalem, les bureaux. Il y a évidemment la police active. La police active comprend 48 commissaires de police qui sont répartis dans les quartiers. Il y a 48 quartiers de Paris, 48 sections de Paris. Ils ont leur bureau, qui est ouvert jour et nuit. Ils sont vêtus d'un costume sombre avec une écharpe tricolore et ce sont eux qui reçoivent les plaintes, enregistrent les plaintes, procèdent aux arrestations, bref, le rôle des commissaires de police d'aujourd'hui. Donc, ces commissaires de police sont d'un très haut niveau. Ce ne sont pas des abrutis, des personnages sortis du rang, etc. Pas du tout. Aletz, qui est l'un de ces commissaires de police, a écrit un itinéraire parisien très utile pour les historiens de Paris, où il décrit les rues de Paris avec les maisons de Paris, etc. Donc il a une profonde connaissance de Paris, dont il fait connaître les rues, les bâtiments dans cet ouvrage, itinéraire parisien, qu'on trouve quelquefois, j'ai trouvé, dans les marchands d'occasion. Il y a aussi Beffara. Beffara, qui est commissaire de la chaussée d'Antin, c'est quelqu'un qui est passionné de musique et qui a écrit une histoire d'un opéra.
où il recense tous les opéras qui ont été joués depuis le XVIIe siècle dans les différentes scènes d'opéra de Paris. Et c'est un manuscrit qu'il a légué ensuite à l'Opéra de Paris, qui a disparu dans l'incendie de l'Opéra de Paris, mais les historiens de la musique connaissent ce nom de Beffara, et si vous allez à l'opéra, je crois que c'est dans la galerie des premières loges, vous verrez le buste de Beffara, commissaire de police, donc de Fouché, et qui est là, à côté de Méhul, à côté de Meillac, etc. Donc vous voyez, Beffara, c'est pas rien. Mais c'est encore mieux. Il s'est intéressé à Molière. Et il est le premier à avoir donné la date exacte de la naissance de Molière. Comment? En ouvrant la voie aux historiens d'aujourd'hui, en allant chercher dans les archives notariales les dates de naissance de Molière. Donc, vous voyez que ce ne sont pas n'importe qui, ces commissaires de police. Et puis, sous leurs ordres, il y a 24 officiers de paix. 24 officiers de paix qui, eux, ont un uniforme et qui ont un bâton blanc. Lorsqu'ils procèdent à une arrestation, ils vous touchent de leur bâton blanc, ils vous touchent comme ça, ils vous touchent, et vous dites « force est à la loi ». Et donc, vous devez à ce moment-là obéir. Il faut avouer que se toucher d'un bâton blanc et force est à la loi, ça ne donne pas toujours une solution très efficace. Et le bandit se sauve. Ces 24 officiers de paix, sous l'ordre d'un certain Vera, très intelligent, qui est un ancien horloger suisse, qui a son propre bulletin qu'il envoie directement au premier consul. Et donc il prend des renseignements un peu partout. Eh bien, cette Vera, donc, organise ainsi, avec les 24 officiers de paix, tout un petit monde d'inspecteurs. Mais il n'y a pas dans cette police l'équivalent aujourd'hui de nos gardiens de la paix, de nos CRS. Il y a bien la garde nationale, mais on ne réunit pas. Il y aura bien une garde municipale, mais vous voyez que cette police est démunie sur le plan de l'action et c'est extrêmement important. Nous allons le voir. Police essentiellement politique et qui va montrer son efficacité. 24 décembre 1800, vous savez, alors que Bonaparte, premier consul, se rend à l'opéra, il passe rue Saint-Nicaise, une explosion a lieu et Bonaparte échappe de peu, de quelques secondes, à cet attentat. Si il avait réussi, eh bien, nous ne serions pas réunis ce soir. Donc, explosion qui est due à un baril de poudre qui a été posé sur une charrette attelée à un cheval qu'on a installé à un moment donné rue Saint-Nicaise pour éviter que le cheval ne bouge. Une petite fille tient le cheval par la bride et il y a une mèche et un conspirateur a un signal donné, on annonce l'arrivée de la voiture du premier consul, allume la mèche, mais il l'allume trop tard. La voiture du premier consul est passée lorsque le baril de poudre explose. Mais il tue évidemment la malheureuse petite fille, il tue certains passants, et Bonaparte échappe de peu, mais la voiture qui suivait, celle de Joséphine, verra Hortense légèrement blessée. Bref, c'est un attentat, le premier attentat à la voiture piégée, vous voyez, nous avons de la chance, comme nous ouvrons beaucoup de choses sous Napoléon. Eh bien, cet attentat rend Bonaparte furieux. Il convoque Fouché et il lui dit « Ce sont les Jacobins, ce sont eux qui ont préparé cet attentat et je veux immédiatement leur tête. » Fouché reste impassible, mais il ne croit pas du tout aux Jacobins. Alors, il confie l'enquête à la préfecture de police. Et voilà donc nos chers amis Bertrand, Bouche-Sèche et Henri sur la piste des auteurs de l'attentat. Henri, qui je vous le dis est un policier remarquable, va procéder, comme on doit procéder, à partir des preuves, à partir des indices. Et ces indices, quels sont-ils? Eh bien, d'une part, des morceaux de la charrette, et d'autre part, la tête du cheval, car si l'arrière a été emporté,
la tête du cheval a été épargnée. Alors que va-t-on faire? Eh bien, Henri convoque les marchands de chevaux et leur monte la tête. Alors, Père Mathurin, vous la connaissez, cette tête de cheval? Oh non, ça, je ne vends jamais des chevaux pareils. Hein. Oh, là. Alors, Père Ernest, vous la reconnaissez? Oh non, pas du tout. Alors, Père Justin, ah oui, je l'ai vendu à un pauvre type. Oh, vraiment, il m'a acheté très cher. Ah, vraiment, quelle idée d'acheter ce cheval qui valait plus rien. Et il m'a pris une bonne somme. Oui, mais alors, comment était-il? Eh bien, c'était un homme un peu corpulent, un peu rond, avec une cicatrice au front et un léger accent breton. La police n'a pas des fichiers, comme on dira plus tard, mais des registres. C'est ce qu'on appelle, pour la chouannerie, la topographie chouane. On cherche et, effectivement, on retrouve le nom d'un certain Corbin, qui correspond bien au signalement. Donc, on a déjà la preuve que c'est bien un chouan. Et, par suite de renseignements qui sont donnés de gens qui étaient passés autres, on sait que celui qui a allumé la mèche, c'est un certain Saint-Régent. Ils sont dans Paris, car à peine l'attentat a été produit que toutes les barrières de Paris étaient fermées. Et donc, ils ne peuvent plus sortir, les conspirateurs. Et on va les chercher progressivement. Alors, quand vous avez des gens comme Maletz, comme Meffara, des commissaires de police qui connaissent leur quartier par cœur, quand vous avez les signalements des policiers, quand vous savez qu'il y a quelques témoins un peu récalcitrants, les planchettes de Bertrand agiront très rapidement pour faire parler, on retrouve très vite Carbon et Saint-Régent. L'autre, le troisième, Limoëlan, a réussi à s'échapper. Et donc, Carbon et Saint-Régent seront guillotinés et Fouché triomphe. Ce n'étaient pas les Jacobins, c'était bien les royalistes et Bonaparte doit s'incliner. Vous voyez donc que cette préfecture de police, elle est, pour l'époque, remarquable et qu'elle est redoutablement efficace. Alors maintenant, évidemment, je vous ai évoqué la classe dangereuse qui se forme dans Paris. Voici maintenant les policiers face à elle. Que va-t-il se passer? Je marque un temps d'arrêt pour maintenir le suspense et que vous puissiez vous ressaisir après tant d'émotions. Henri, qui a la charge de lutter contre ce monde du crime, contre cette classe dangereuse, réfléchit. Et au fond, le plus sûr moyen de combattre les criminels, c'est d'utiliser d'autres criminels. Car eux connaissent les méthodes des voleurs, peuvent pénétrer dans les bandes et peuvent effectivement avertir la police. Et vous voyez que c'est ici qu'entre en scène Vidocq. Évoquer Vidocq, mesdames, messieurs, c'est ressusciter le Vautrin de Balzac, le Jean Valjean de Victor Hugo, ou encore le Jacal des Mohicans de Paris de Dumas et l'univers des mystères de Paris de Gensu. C'est l'un des personnages, on vous l'a dit, le plus porté à l'écran depuis le Vidocq de Jean Kem en 1922, au temps du muet. Et il y a eu au moins 6 films depuis avec comme interprète pour Vidocq notamment Georges Sanders, le grand acteur américain, ou Gérard Depardieu lui-même, et 2 séries télévisées qu'on a évoquées avec Bernard Noël puis Claude Brasseur. On peut dire que rarement un personnage aurait autant suscité au XIXe siècle la curiosité que Vidocq. Et pourtant, pour parler de lui, on ne dispose que de ses mémoires, écrits en réalité par, non pas des nègres, mais par des teinturiers, comme on disait à l'époque. Vous voyez, on était déjà prudent. Et donc, ces teinturiers, qui s'appellent Émile Maurice et l'héritier de l'Ain, ont, pour le moment, dans ses mémoires, laissé un peu court à leur imagination. Ils n'ont pas encore lu Les mystères de Paris, mais enfin, bon, on y va franchement. Bien entendu, il y a des anecdotes qui sont livrées par Vidocq, il faut que ça soit quand même vraisemblable, que ça se tienne, mais enfin, déjà, lire des mémoires, il faut s'en méfier. Car quiconque écrit ses mémoires, c'est qu'il a quelque chose à cacher ou qu'il veut se défendre. D'autre part, dans le cas de Vidocq, il est évident que
Vidocq va broder pas mal, il faut s'y attendre. Mais, me direz-vous, bon, les morts de Vidocq, laissons-les, enfin, on est bien forcé de les utiliser, parce que les archives, vous allez me dire, les archives, mais les archives de la préfecture de police, ces archives de Bertrand, de Bouche-Sèche, d'Henri, de ces fins limiers, elles ont brûlé en 1871, quand la préfecture de police a été incendiée par la commune. Et donc, nous n'avons plus que des archives du ministère de la police, mais le ministère de la police, je vous dis, c'est plutôt la haute police, et donc il y a peu de choses dans la série F7 des archives du ministère de la police, d'autant que quelquefois il y a les grilles avec les numéros des agents secrets, mais il n'y a pas les noms. Donc on n'est pas plus avancé. Alors donc, faisons avec ce que l'on peut connaître de façon à peu près sûre sur Vidocq. Vidocq est né à Arras le 24 juillet 1775 et il est le fils d'un boulanger. Jusqu'ici, c'est sûr. À 15 ans, il aurait volé une somme importante dans la caisse paternelle et serait parti pour Dunkerque, voulant connaître l'aventure, voulant aller en Amérique. Mais il est détroussé par un escroc du côté d'Estende. Il doit faire quelques petits métiers, employé dans une ménagerie, puis dans un théâtre, ou du moins c'est ce qu'il raconte. Et finalement, il revient à Arras. En 1791, là c'est un peu plus sûr, il s'engage dans le régiment Bourbon-Infanterie. À la suite d'une rixe, il déserte. On le retrouve au 11e régiment de chasseurs à cheval. Et notamment, il aurait combattu à Jemmapes. Après, on n'est sûr de rien. Toutefois, il revient à Arras, là on retrouve sa piste, et à Arras, il épouse Marie-Louise Chevalier le 8 août 1794. Il se marie, il a 19 ans, et l'épouse n'en a guère plus. Et avec son épouse, il s'établit épicier, Vidocq épicier. Évidemment, ça ne pouvait pas durer longtemps, on le voit mal dans l'épicerie. Donc, de nouvelles péripéties, à la suite d'une rixe, elle est condamnée à 3 mois de prison, et c'est à ce moment-là, dans sa prison, que pour assurer un alibi à un malheureux paysan qui s'est trouvé arrêté par erreur et qui se trouve dans sa cellule, il fait un faux qui permet à ce paysan d'avoir un alibi et d'être libéré. Mais on découvre que c'est un faux, Vidocq est accusé et il écope de 8 ans de travaux forcés le 27 décembre 1796. Vous voyez, mesdames, messieurs, que la justice de la Révolution et de l'Empire n'a pas les indulgences qu'a peut-être la justice d'aujourd'hui. Donc 8 ans de travaux forcés, c'est dur. Et voilà qu'il part pour le bagne de Brest. Et c'est à ce moment-là qu'on a son signalement, que je peux vous le dépeindre enfin, 5 pieds 6 pouces, c'est-à-dire 1,80 m, des cheveux blonds, des yeux bleus, des oreilles pincées et une cicatrice à la lèvre supérieure. Donc voilà, Vidocq au bagne de Brest. Le confort n'est pas très grand, la chaîne un peu lourde, et au bout de 8 jours, il s'évade. Il s'évade. Et du coup, cette évasion va assurer le prestige de Vidocq, parce que ses compagnons de chaîne, qui l'ont connu au bagne de Brest, rappellent cet exploit extraordinaire de s'évader du bagne de Brest. Mais il est repris. Il est repris en 1799 et il est envoyé cette fois au bagne de Toulon. Arrivé le 28 août 1799, il s'en évade le 6 mars 1800. Et désormais, il va mener la vie d'un homme traqué, d'un bagnard qui s'est évadé et que toutes les polices vont inévitablement rechercher. Arrêté à Douai, une nouvelle fois, il s'évade le 12 octobre 1805. Et cette fois, il voit comme seul refuge pour mieux se cacher
que la ville de Paris. Je vous l'ai dit, c'est cette ville de Paris qui attire les déclasseurs soit ces ouvriers saisonniers, qui attirent tous ceux qui veulent se cacher, tous ceux qui veulent trouver des missions interlopes, des métiers un peu bizarres. Donc, il va se réfugier à Paris, connaître ce milieu des tapis francs, des hôtels louches, des cours des miracles, et c'est là qu'il se lie avec une certaine Antoinette, qui devient sa maîtresse et sa collaboratrice. Balzac a évoqué d'ailleurs cette Antoinette dans une jolie nouvelle, Antoinette et le criminel. En 1809, il a maintenant 34 ans, il est là. Des petits métiers qui n'assurent pas grand-chose, Antoinette, sympathique, mais qu'il faut nourrir. Bref, il a un moment de dépression et il déclarera « Plus je lisais dans l'âme des malfaiteurs, plus je me sentais porté à plaindre la société de nourrir en son sein une pareille engeance. » C'est pas mal. Ça vaudrait peut-être encore aujourd'hui d'actualité. Et donc, il va se présenter à la préfecture de police pour proposer ses services. Il est évident que la préfecture de police, pour arriver ce personnage, c'est pas très, il se présente mal, il n'ose pas dire qu'il s'est évadé, etc. Donc, il est refoulé. Il est refoulé, et puis, il se fait coincer une nouvelle fois, car dans Paris, et la police veille, et les officiers de paix de Véra sont là, les inspecteurs, et Beffara, etc. Et il est envoyé à Bicêtre, il est arrêté, et donc il est emprisonné à la prison de Bicêtre. Nous sommes en 1810, et là il prend sa plume, il sait écrire, et il écrit, sur le conseil de gens qui lui ont dit c'est l'homme le plus remarquable qui soit, il écrit à Henri. Et Henri lit cette lettre, examine le dossier de Vidocq, voit qu'il s'est plusieurs fois évadé, mais qu'il n'a pas de crime de sang. Il n'y a eu au départ qu'un faux. Il y a eu quelques peccadilles, des rixes ou autres, mais jamais Vidocq n'a tué quelqu'un. Jamais il n'a commis un vol d'une grande ampleur. Et donc, il commence par être intéressé par ce personnage qui s'évade, mais ne fait pas couler le sang, et il sait très bien qu'on ne fait pas de bonne police avec des enfants de cœur. Et donc, voilà, il va convoquer Vidocq et va accepter ses services, après avoir consulté Dubois, qui, entendu, est tout à fait d'accord, et Fouché, alors là, qui n'a pas d'état d'âme et qui voit très contraire. Et il a des agents doubles dans les salons, ce serait très chic de l'avoir dans les milieux interlopes. Donc, Henri a la bénédiction, si je puis dire, de Fouché. Et donc, Vidocq de Bicêtre est transféré à la Force. Et à la Force, pas très brillant, il donne ses voisins de cellule en faisant échapper une tentative d'évasion, et puis il démasque deux assassins qui s'étaient dissimulés, mais qui ont l'imprudence de lui faire quelques confidences. Donc on découvre que c'est pas mal, Vidocq, hein, ça donne des services, c'est nettement plus efficace que les braves officiers de paix de Véra avec leur bâton blanc qui disent force à la loi, puis les types s'en vont. Là, avec Vidocq, ça marche mieux. Alors, conquis, Henri décide d'utiliser Vidocq, mais il considère qu'il sera plus utile à l'extérieur que dans une prison. Donc, on va, j'allais dire, le remettre en liberté. Et non, évidemment, non. Cette police, vous l'avez vu, elle est archi roublarde, archi tout ce que vous voulez. Et donc, on va organiser une évasion de Vidocq. On le convoque rue de Jérusalem, et là, il s'évade. Il s'évade de la rue de Jérusalem, la rue de Bertrand, de Bouche-Sèche, d'Henri, de Parisot, etc. Là, c'est mieux encore que le bagne. Échapper aux griffes
de Bertrand et d'Henri. Le prestige de Vidocq, quand on apprend qu'il s'est évadé de la rue de Jérusalem à la faveur d'un transfert, on devait le transférer de Bicêtre, je ne sais plus dans quelle autre prison, son prestige grandit. Et voilà donc Vidocq lancé dans ce monde des escarpes, des chourineurs, des chevaliers grimpants, et qui va, pour conserver toujours le vocabulaire de l'époque, assurer des clients à l'abbaye du Mont à Regret. L'abbaye du Mont à Regret, c'est évidemment la guillotine, car ce vocabulaire de l'époque, cet argot que j'ai repris dans Le Monde du crime sous Napoléon, dont je donne les équivalents que vous trouverez, ce vocabulaire, Vidocq va le pratiquer et, bien entendu, il favorise l'arrestation de malfaiteurs qu'il prend en flagrant délit. Il est dans un tapis franc. Salut, est-ce que tu veux faire un bon coup? Il y a un hôtel particulier, ils ne sont pas là, on escalade le mur et ensuite on entre, tu as des fausses clés, donc ça va, et je te conduis, je te guide jusque dans les salons où tu verras, c'est là sont le butin va être très bon. Alors ma chourineur accepte, évidemment, donc on escalade le mur et en bas il y a la police qui attend le chourineur, qui le saisit en flagrant délit, tandis que Vidocq s'échappe encore une fois. Et donc, vous voyez que, eh bien, progressivement, avec Saint-Germain, par exemple, qui tombe dans ce panneau pour voulant détrousser deux vieillards près de la barrière d'Auteuil, eh bien, il est pris lui aussi en flagrant délit. Et l'écrevisse, rappelez l'écrevisse, les cambrioleurs qui montent à la façade et qui réussissent des vols superbes. Quand il descend de la façade avec son butin, la police l'attend en bas. Tiens, c'est curieux. Comment la police savait-elle qu'il allait faire ce cambriolage? Ah, eh bien, cherchez mon regard. Bien entendu, il démasque aussi de nombreux faux monnayeurs et il prend à la préfecture de police une importance de plus en plus grande. Seulement, il ne fait pas partie de la police officielle. Henri s'en garde bien, et il a là toujours la bénédiction de Fouché. Il ne faut pas que Vidocq fasse partie de la police officielle, sinon, d'abord, il se risquerait d'être démasqué, et ensuite, ce ne serait pas très heureux pour le reste de la police. Donc, Vidocq va avoir des bureaux, 6 rue Sainte-Anne, une sorte d'agence à part de la rue de Jérusalem, et il va s'étoffer, il va avoir une bande avec un certain nombre de malfaiteurs repentis, dont là, un ancien bagnard est connu sous le nom de Coco Lacour. Coco Lacour, ça fait rêver, vous voyez. Et donc, ces bandes vont traquer les malfaiteurs. C'est une police parallèle, comme on dira plus tard. Rappelez-vous les polices parallèles de la 4e et de la 5e République. Donc les polices parallèles et une police d'une très grande efficacité. Seulement, comme toutes les polices parallèles, ces méthodes ne sont pas très légales. On utilise la provocation, on utilise le faux document, on utilise les violences diverses et voilà que les officiers de paix et les inspecteurs, la police officielle commence à trouver que, d'abord, ils n'ont pas de résultat par rapport à Vidocq, évidemment, et en même temps que c'est quand même une police parallèle, c'est pas la police officielle, et ça contribue à discréditer la police. Fouché a été écarté, Dubois a été écarté, et Dubois est remplacé à la préfecture de police par Pasquier, un ancien membre du Parlement de Paris. Parlement de Paris, quelqu'un qui ne rigole pas, et qui apprend ainsi l'existence de cette police de Vidocq. Et dans ses mémoires, il dit « Cette confiance accordée avec tant d'abandon à un homme condamné a été d'un très mauvais effet. Elle a beaucoup contribué à déconsidérer la police. Pas encore, car sous l'Empire, c'est encore le secret qui l'entoure. C'est avec la Restauration que on va connaître Vidocq, que renaît, en effet, sous la Restauration,
le pouvoir de la presse, que se développe le régime parlementaire. Et là, effectivement, Vidocq n'est plus entouré par le secret, n'a plus la complicité des policiers, dans la mesure où sa situation est tout à fait illégale. Et les journaux s'emparent du personnage. C'est sous la Restauration que le mythe de Vidocq, qui va s'épanouir sous la monarchie de Juillet, que naît le mythe de Vidocq. Jusque-là, il était secret sous Napoléon, bon, on ne le connaît pas. Maintenant, on va le connaître, et on va connaître les méthodes de la police qui sont très détournées du droit et de la légalité. Les chambres votent le budget de la préfecture de police et le Parlement demande un contrôle des fonds secrets. Certes, il y aura encore des agents doubles, mais il n'y a plus la vraie police au fond, qui était la police secrète, celle de Fouché. Dès la Restauration, le ministère de la police est supprimé. La préfecture de police est attaquée par des pamphlets, Guyon, Claveau, Resson et encore d'autres, qui dénoncent les méthodes de la préfecture de police où la torture est assez banalement appliquée. L'époque, mesdames, messieurs, des Bertrand, des Bouches-Sèches, et Henri est révolu. Fouché meurt en exil à Trieste le 26 décembre 1820. De Contensin, le fameux policier de splendeur et misère des courtisanes, Balzac écrit qu'il manifestait une profonde antipathie pour la police de la Seconde Restauration, car il avait appartenu sous l'Empire à celle de M. Fouché qu'il regardait comme un grand homme. Mesdames, Messieurs, on vous l'a rappelé, nous avons commencé ces conférences avec Talleyrand. Voici, enfin, Fouché. L'histoire du Premier Empire, ce n'est pas seulement les charges héroïques de Murat à Eylau ou désespéré de Ney à Waterloo, ce n'est pas le Code civil discuté au Conseil d'État sous l'autorité de Cambacérès, ce n'est pas le sacre peint par David, ce n'est pas l'Aiglon mourant, crachant ses poumons à Schönbrunn, ce n'est pas Napoléon à Sainte-Hélène, c'est aussi, mesdames, messieurs, Talleyrand et Fouché. L'histoire du Premier Empire commence avec eux, ce sont eux qui ont assuré le succès du 18 Brumaire. En effet, il faut obtenir la neutralité, la démission de Barras pour que le coup d'État du 18 Brumaire réussisse, de façon qu'il n'y ait plus de directoire, et c'est Talleyrand qui s'en charge pour acheter Barras avec 2 millions. Il gardera les 2 millions et Barras remettra quand même sa démission. Et puis, Fouché, lui, ministre de la police, pourrait faire arrêter les conspirateurs. Il ne le fait pas puisqu'il est lui-même de la conspiration, mais il neutralise le faubourg Saint-Antoine qui pourrait se dresser contre le coup d'État et il ferme les barrières de Paris pour permettre au coup d'État de se dérouler à Saint-Cloud. En 1815, Napoléon est battu à Waterloo et il abdique et se pose la question de la succession de Napoléon. Qui lui succédera? C'est alors que Talleyrand et Fouché se rencontrent. C'est le fameux souper qui ne se déroulera pas dans les conditions évoquées dans la pièce, car il se déroule à Neuilly autrement, mais les deux complices, Talleyrand et Fouché, se rendent à Saint-Denis pour restaurer Louis XVIII. Ainsi, vous le voyez, l'histoire n'est pas morale. Pas toujours. Talleyrand et Fouché lèvent le rideau sur la période du Consulat et de l'Empire. En 1799, ils le baissent en 1815 sur cette période. Talleyrand et Fouché, merci mesdames, messieurs, de leur avoir, au cours de ces conférences,
prêté attention et merci de m'avoir écouté. Non, c'est là. Non. Bien. Alors il y a une vieille tradition, on va faire comme d'habitude. Hein. Alors, vive les Français, vive la France, vive la nation et vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur!